La Méditerranée reflétait des teintes dorées en fin d'après-midi. Et la côte de Théoul-sur-Merla, ville du sud de la France, semblait aussi paisible qu'une autre journée d'été. Les touristes flânaient dans les ruelles étroites, les cafés étaient bondés, et les bateaux tanguaient doucement dans le port. Pourtant, tout en haut d'une colline, se dressait un endroit qui détonnait dans ce paysage serein, le Palais Bulle. De loin, l'édifice semblait tout droit sorti d'un rêve surréaliste, voire d'un cauchemar. Ses formes arrondies évoquaient d'immenses bulles de pierre rose, reliées par des couloirs sinueux qui grimpaient à flanc de colline. C'était l'une des maisons les plus étranges et les plus célèbres de France. Architectes, célébrités et millionnaires du monde entier y avaient séjourné. Mais peu de gens savaient vraiment ce qui s'était passé là-bas au fil des années. Certains disaient que l'endroit était maudit. D'autres affirmaient que les secrets de personnes puissantes étaient enfouis à l'intérieur de ces murs incurvés. Et il y avait ceux qui évitaient tout simplement d'aborder le sujet. Parmi les rares personnes qui avaient accès à l'intérieur du manoir, il y avait Élodie Marténil. S'agissait d'une femme de 34 ans qui travaillait comme restauratrice d'œuvres d'art et de bâtiments historiques. Discrète et extrêmement dévouée à son travail, elle avait été embauchée par une entreprise privée chargée de l'entretien de la propriété. Pour Élodie, ce n'était qu'un projet de plus, mais il allait bientôt devenir évident que ce n'était pas le cas. Elle était arrivée au Palais Bulle par une matinée tranquille de septembre. La saison touristique touchait à sa fin et l'hôtel particulier était encore pratiquement vide. Le propriétaire actuel, un homme d'affaires discret qui apparaissait rarement en public, avait autorisé une expertise structurelle détaillée de certaines parties anciennes de la maison. Le travail semblait simple: examiner les fissures, évaluer les matériaux anciens et répertorier les rénovations mineures effectuées au fil des décennies. Rien d'inhabituel. Pourtant, dès le premier instant, quelque chose clochait. Tandis qu'Élodie parcourait les couloirs circulaires du manoir, elle ressentit une étrange sensation de désorientation. Les murs incurvés produisaient un écho singulier, comme si l'architecture elle-même était vivante. Les pas semblaient se répéter, les portes grinçaient même quand personne n'était là. Et parfois, le silence était si profond qu'il semblait écraser l'air. Le seul autre employé présent sur les lieux était Marc de la Croix-Sille. S'agissait du responsable de la sécurité sur place. Il y travaillait depuis près de 15 ans et connaissait chaque entrée, chaque couloir et chaque jardin du manoir. Marc était un homme discret, observateur, et il y avait dans son attitude quelque chose qui laissait entendre qu'il en savait beaucoup plus sur l'endroit qu'il ne voulait bien l'admettre. Lors de leur première rencontre, il s'est contenté d'indiquer le chemin vers l'aile où Élodie devait commencer son inspection. « Certaines zones n'ont pas été utilisées depuis des années, dit-il à voix basse. Soyez prudents. » Elle pensait qu'il s'agissait simplement d'un avertissement normal. Mais il s'est vite rendu compte que Marc regardait droit dans une porte métallique au bout du couloir. Une porte qui semblait détonner dans le plan original du manoir. C'était lourd, grand et sans aucune identification. Élodie la désigna du doigt. Cela fait-il également partie de l'inspection? Marc a mis quelques secondes avant de répondre. Non. La réponse était trop courte. C'est trop rapide. Les jours suivants, Élodie commença son travail d'étude des pièces luxueuses, des amphithéâtres privés et des jardins intérieurs qui évoquaient des décors de films futuristes. De vieilles photographies témoignaient des fêtes fastueuses qui s'y étaient déroulées au cours des décennies précédentes. Célébrités, créateurs de mode, hommes d'affaires. Les politiciens. Le Palais Bulle avait été le théâtre de réunions qui n'ont jamais figuré dans aucun document officiel. Et plus Élodie faisait de recherches, plus elle découvrait de lacunes dans l'histoire du lieu. Certaines de ces réformes n'avaient jamais été documentées. Certains couloirs n'apparaissaient tout simplement pas sur les plans originaux. Et toute une partie de l'établissement a vu ses archives disparaître brutalement après les années 1990. C'est au cours d'une de ces analyses qu'elle a découvert quelque chose d'étrange.
Un vieux plan architectural, conservé dans une armoire technique. Il y avait dedans un couloir souterrain qui n'apparaît dans aucun autre document moderne. Et ce couloir menait directement à l'endroit où se trouvait la porte métallique, celle que Marc avait évité de mentionner. Cette nuit-là, alors que le vent méditerranéen fouettait les murs arrondis du manoir, Élodie décida de faire quelque chose qui n'était pas prévu au contrat. Elle entra dans le couloir. La porte métallique était là, propriété, silencieux. Mais il y avait quelque chose de différent, une marque récente au sol, comme si quelqu'un avait déplacé quelque chose de lourd là-dedans ou en avait sorti. Lorsqu'elle posa la main sur la surface métallique froide, elle sentit un frisson lui parcourir le bras. Ce n'était pas qu'une simple porte, c'était une entrée scellée, et quelqu'un essayait de maintenir la situation inchangée. Avant qu'il puisse enquêter davantage, un son résonna dans le couloir. Mesure, planche, firme. Marc se tenait à quelques mètres derrière elle, observant en silence. Son regard était plus sérieux qu'auparavant. J'ai dit que cette zone ne fait pas partie de l'inspection. Pendant un instant, personne ne dit rien. Le vent sifflait à travers les fenêtres circulaires du manoir, et puis Marc a dit quelque chose qui a fait battre le cœur d'Élodie à tout rompre. Certaines choses dans cette maison ont été conçues pour ne plus jamais être ouvertes. Mais à ce moment-là, Élodie le savait déjà. S'il y avait quelque chose de caché là-bas, elle avait besoin de le découvrir, même si cela impliquait de révéler des secrets enfouis au Palais Bulle depuis des décennies. Et peut-être des secrets que certaines des personnes les plus influentes de France feraient tout pour garder cachés. Dans les jours qui suivirent, Palais Bulle, l'endroit semblait se métamorphoser au crépuscule. Le matin, il conservait l'allure d'une œuvre architecturale admirée dans le monde entier. Les murs roses reflétaient le soleil méditerranéen et les fenêtres circulaires encadraient la mer comme autant de tableaux vivants. Mais la nuit, tout était différent. Les couloirs sinueux plongeaient dans une pénombre profonde, et le silence semblait s'étendre à travers les espaces vides du manoir. Le vent marin, en traversant les passages circulaires, produisait un son étrange, créant un écho irrégulier qui prenait parfois l'allure d'un murmure lointain. Élodie s'est vite rendu compte que travailler là-bas nécessitait bien plus que de simples connaissances techniques. Il fallait garder les nerfs solides. Sa principale mission consistait à examiner certaines parties anciennes de l'édifice, notamment les zones ayant fait l'objet de rénovations discrètes au cours des décennies précédentes. Le Palais Bulle avait été conçu avec des matériaux expérimentaux pour l'époque et nombre d'entre eux nécessitaient un entretien rigoureux. Cependant, en analysant d'anciens documents et plans architecturaux, Élodie a remarqué quelque chose qui la dérangeait. L'histoire officielle du manoir semblait incomplète. Elle a commencé à consulter les documents des archives numériques de la mairie Théoul-sur-Mérène, plus des anciens documents architecturaux disponibles dans les bases de données françaises. C'est alors qu'il a découvert quelque chose de curieux. Dans les années 1980 et 1990, le Palais Bulle était fréquemment utilisé pour des événements privés organisés par certaines des personnalités les plus influentes d'Europe. Des couturiers de renom, des producteurs de cinéma, des magnats de l'industrie et même des hommes politiques fréquentaient les lieux. Mais les comptes rendus de ces réunions étaient extrêmement vagues. De nombreuses dates apparaissaient simplement comme des événements privés. Aucun détail, pas de liste officielle d'invités. Aucune photographie n'a été diffusée. C'était comme si une partie de l'histoire du manoir avait été délibérément effacée. Pendant ce temps, Marc Delacroix observait la scène à distance. Il semblait toujours être là, même sans rien dire. Élodie remarqua qu'il patrouillait la propriété avec une routine quasi militaire. Il parcourait les jardins sculptés, vérifiait les portes et les systèmes de sécurité et s'attardait rarement longtemps au même endroit. Un après-midi, alors qu'elle examinait une pièce circulaire qui avait servi d'auditorium privé, Marc apparut sur le seuil. Il regarda les outils éparpillés sur le sol. « Vous travaillez vite », a-t-il commenté. « Ça fait partie du travail », a-t-elle répondu. Marc s'est dirigé lentement vers l'une des fenêtres donnant sur la mer.
Pendant quelques secondes, il resta simplement à fixer l'horizon. Puis il a dit quelque chose. La plupart des personnes qui travaillaient ici ne restaient pas très longtemps. Élodie leva les yeux. Pourquoi? Marc a mis un certain temps à répondre. Certains disent que la maison est étrange. Elle esquissa un sourire. Les vieilles maisons ont toujours des histoires. Marc ne répondit pas au sourire, pas comme celui-ci. La conversation s'est arrêtée là, mais cette phrase resta gravée dans la mémoire d'Élodie pour le reste de la journée. Ce soir-là, elle décida d'explorer à nouveau les fichiers numériques qu'elle avait trouvés. Cette fois, elle se concentra sur les réformes menées entre 1991 et 1996. Et c'est alors qu'il découvrit quelque chose qui fit battre son cœur à tout rompre. Un contrat de construction, signé par une société d'ingénierie qui n'existe plus. Le document décrivait la construction d'une structure souterraine supplémentaire, l'intérieur de la propriété. Le plus curieux, c'est que cette structure n'apparaît pas dans les plans officiels actuels du Palais Bulle. C'était comme si cela avait été effacé des archives. Mais ce n'était pas tout. Parmi les annexes au contrat figurait un rapport technique mentionnant un élément inquiétant. Zone à accès restreint pour stockage spécial, accès limité au personnel autorisé uniquement. Aucune autre explication n'est nécessaire, aucune description claire, juste cette phrase. Le lendemain matin, Élodie retourna dans le couloir où elle avait trouvé la porte métallique. L'endroit était silencieux, plus calme qu'avant. Elle se dirigea lentement vers la porte. Il a observé les détails. La structure métallique paraissait relativement moderne, contrairement à la plupart des éléments de la maison. Un système de verrouillage électronique était également intégré au mur, un élément installé des années après la construction initiale. Cela ne signifiait qu'une seule chose. Quelqu'un avait décidé sceller intentionnellement cette zone. En analysant le mécanisme, elle a remarqué quelque chose d'inattendu. La porte n'était pas complètement verrouillée. Le système électronique semblait être éteint, peut-être à cause d'une erreur, peut-être par négligence, ou peut-être par négligence. Élodie colla son oreille contre le métal, essayant d'écouter un éventuel son provenant de l'autre côté. Rien. Un silence total, mais il y avait un détail qui n'aurait pas dû être là. Une légère odeur métallique flotte dans l'air, très subtile. Quasiment imperceptible, elle fronça les sourcils. Avant qu'il puisse y réfléchir davantage, il entendit de nouveau des pas dans le couloir. Marc. Il s'approcha d'elle avec une expression sérieuse. Cette fois-ci, cependant, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Ce n'était pas seulement de la prudence, c'était une source d'inquiétude. « Je me doutais bien que tu reviendrais ici, » dit-il. Élodie croisa les bras. Cette maison possède un couloir souterrain qui ne figure dans aucun document officiel. Marc resta silencieux. « J'ai trouvé les documents relatifs à la rénovation de 1992, a-t-elle poursuivi. Quelque chose a été construit là-dessous. Marc regarda la porte, puis au sol. Puis on revient à elle. Quand il a finalement pris la parole, sa voix était plus basse que jamais. Certaines choses ne devraient pas faire l'objet d'enquête. Élodie garda le regard fixe. Et certaines choses ne devraient pas être cachées. Le silence qui suivit sembla plus lourd que n'importe quel mot. Marc passa la main sur son visage. Et puis il a dit quelque chose qui a complètement changé le cours de cette enquête. « Vous voulez savoir ce qu'il y a en bas ?» Il désigna la porte métallique. « Vous devez donc comprendre une chose avant tout. » Ses yeux étaient sombres. Les gens qui ont construit cet endroit n'organisaient pas seulement des fêtes. Un long silence régna dans le couloir, et Marc termina, presque dans un murmure, il cachait quelque chose. Le lendemain matin, le ciel au-dessus, Théoul-sur-Merelle, était recouverte d'une épaisse couche de nuages gris qui semblait peser sur la mer. La Méditerranée, d'ordinaire claire et calme, avait pris une teinte plus sombre, presque métallique. Du sommet de la colline, le palais Bulle-Cella paraissait encore plus étrange. Les formes arrondies du manoir projetaient des ombres profondes qui se modifiaient lentement au gré de la lumière. Sous certains angles, le bâtiment semblait vivant, tel un organisme silencieux observant le monde qui l'entourait. Élodie avait mal dormi. Les paroles de Marc résonnaient sans cesse dans son esprit. Les gens qui ont construit cet endroit cachaient
quelque chose. Ce n'était pas qu'une simple théorie. Il y avait des documents, des réformes secrètes ont eu lieu. Et toute une partie du manoir avait été délibérément effacée des archives. Elle décida qu'elle devait comprendre jusqu'où cette histoire allait aller. Dans la matinée, il poursuivit son inspection, mais cette fois avec un objectif différent. Chaque mur, chaque couloir et chaque pièce furent examinés avec une attention accrue. C'est alors qu'il a commencé à remarquer quelque chose d'inquiétant. Certains murs du manoir avaient une épaisseur inhabituelle, bien plus grand que nécessaire pour le soutien structurel. À certains endroits, les couloirs semblaient légèrement décalés par rapport aux anciens plans architecturaux qu'elle avait trouvés. Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose: espace caché ou des zones modifiées après la construction initiale. Alors qu'elle prenait des mesures dans l'un des couloirs incurvés près du jardin intérieur, Élodie remarqua quelque chose qui fit battre son cœur à tout rompre. Une petite ouverture circulaire près du sol. Elle était discrète, quasiment invisible. Mais lorsqu'elle a braqué une lampe torche à l'intérieur, elle s'est rendue compte qu'il ne s'agissait pas simplement d'un conduit de ventilation. C'était un espace creux entre deux murs, et cela semblait se prolonger sur plusieurs mètres. Elle a pris un petit appareil d'inspection, une caméra flexible utilisée pour analyser les structures internes, et a lentement inséré le câble dans le trou. L'image est apparue à l'écran, et ce qu'elle vit lui noua l'estomac. De l'autre côté du mur se trouvait un couloir étroit, sombre, pas d'éclairage, et totalement absente des plans de la demeure. Mais ce n'était pas tout. Le sol de ce couloir semblait taché, taches sombres, irrégulier, vieille femme. Un instant, Élodie essaya de se convaincre qu'il ne s'agissait que de rouille ou de dégâts d'eau. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Elle a rapidement retiré la caméra. Son cœur battait la chamade. Ce n'était pas simplement une maison excentrique, construite par des architectes visionnaires. Il s'était passé quelque chose là-bas, quelque chose que quelqu'un a essayé de cacher. Cet après-midi-là, elle décida d'affronter à nouveau Marc. Il l'a trouvé dans l'espace extérieur de la propriété, près de l'escalier menant aux jardins inférieurs. Il vérifiait un panneau de sécurité lorsqu'il a remarqué sa présence. « Il faut qu'on parle », a dit Élodie. Marc soupira légèrement. Comme s'il s'y attendait. À propos de quoi? Elle montra l'écran de l'appareil d'inspection où figurait l'image figée du couloir caché. Marc observa en silence. Son visage se figea. « Il y a des passages secrets dans les murs, dit-elle, et ils ne sont pas petits. » Marc n'a pas répondu immédiatement. Il regarda autour de lui pour s'assurer que personne d'autre ne se trouvait à proximité. Puis il parla à voix basse. « Je t'avais dit de ne pas enquêter là-dessus. »« Trop tard, » répondit-elle. Marc resta silencieux pendant quelques secondes. Puis il a dit quelque chose. « Savez-vous combien de personnes ont disparu ici ?» La question l'a prise au dépourvu. « Ont-ils disparu ?» Marc hocha lentement la tête. « Employés, invités, personnes venues travailler lors d'événements privés. »« C'est impossible, » dit Élodie. « Officiellement, oui. » Il désigna le manoir. « Mais j'étais là. » Le vent s'est levé à ce moment-là, faisant onduler les palmiers du jardin dans un bruissement sec. Marc a poursuivi. Dans les années 90, il y avait des fêtes ici presque toutes les semaines. Des gens célèbres, des gens puissants. Il regarda Élodie droit dans les yeux. Et certaines de ces personnes ne sont jamais sorties de chez elles. Le silence qui suivit fut pesant. « Que dites-vous » demanda-t-elle. Marc a mis un certain temps à répondre. « Je veux dire qu'il y avait des parties de cette demeure où personne ne pouvait entrer. » Il fit une pause. Même pas les employés. Élodie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Et le couloir derrière cette porte métallique? Marc regarda de nouveau le manoir. Son regard était absent. « Je n'ai jamais vu ce qu'il y a à l'intérieur. Mais vous savez quelque chose. » Marc prit une profonde inspiration. « Je sais qu'une fois, quelqu'un a essayé d'ouvrir cette porte. » « Et que s'est-il passé ?» Marc hésita, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. Le lendemain, il n'était plus là. « Il a disparu ?» Marc acquiesça. « Et plus personne n'a jamais parlé de lui. »
le vent s'est remis à souffler dans les jardins. Élodie regarda de nouveau le manoir qui se dressait au sommet de la colline. Pour la première fois, il eut le sentiment qu'il n'enquêtait pas simplement sur un mystère architectural. Je m'occupais de quelque chose de bien plus important, quelque chose qui pourrait impliquer des personnes ayant suffisamment de pouvoir pour effacer des archives, effacer les histoires et peut-être effacer des gens. Cette nuit-là, alors qu'elle parcourait une fois de plus les couloirs silencieux du Palais Bulle, elle prit une décision. Je n'allais pas partir. Ce n'est que lorsque j'ai découvert ce qui se cachait derrière cette porte métallique, même si cela impliquait d'entrer dans un endroit que personne ne devrait voir. Alors qu'il s'approchait à nouveau du couloir interdit d'accès, quelque chose attira son attention. La porte métallique était entr'ouverte, quelques centimètres seulement, et un courant d'air froid provenait de l'intérieur sombre. Quelqu'un l'avait ouvert, ou quelque chose avait été ouvert. La porte métallique entr'ouverte semblait observer le couloir silencieux comme un œil sombre. Élodie resta immobile quelques secondes, se demandant s'il s'agissait d'une simple coïncidence ou de quelque chose de bien plus inquiétant. La veille, la porte était verrouillée. Marc avait également bien précisé que personne ne devait y toucher. Mais maintenant, c'était ouvert. Pas plus de 5 centimètres, suffisamment pour provoquer un courant d'air froid s'échappant du couloir souterrain. Une atmosphère pesante, mouillée, avec une légère odeur métallique. Une odeur qui n'avait pas sa place dans une maison construite pour des fêtes somptueuses et des événements mondains. Elle approcha lentement sa main de la porte, sentant le métal froid sous ses doigts. Il poussa prudemment. Le craquement résonna dans le couloir comme un son qui semblait appartenir à une autre époque. L'ouverture a augmenté, et l'obscurité révéla le début d'un étroit escalier en spirale. Un instant, Élodie pensa à faire demi-tour. Mais sa curiosité avait déjà franchi le point de non-retour. Elle sortit sa lampe torche de son sac et commença à descendre. Chaque pas produisait un son creux. L'escalier paraissait très ancien, bien plus vieux que les rénovations documentées de la maison. Les murs environnants étaient recouverts de béton brut, contrairement aux finitions raffinées du reste de la demeure. Cela ne semblait pas faire partie du plan initial. On aurait dit quelque chose qui avait été construit à la hâte, peut-être caché. Après une vingtaine de marches, l'escalier débouchait sur un couloir souterrain. La même chose qu'elle avait vue à travers la caméra de surveillance. L'espace était étroit et long, avec des murs rugueux et un plafond bas. Le sol était couvert de marques et de taches sombres qui semblaient trop anciennes pour être identifiées avec précision. Plusieurs portes métalliques étaient réparties le long du couloir. Petits, numérotés, mais l'encre indiquant les numéros était presque effacée. Élodie marchait lentement. Le silence qui régnait en bas était différent du silence qui régnait à l'intérieur de la maison. C'était plus dense, comme si l'air était resté immobile pendant des années. Alors qu'elle s'approchait de la première porte, elle braqua la lumière sur la serrure. Il était déverrouillé. Prenant une profonde inspiration, il tourna la poignée de porte. La porte s'ouvrit avec un clic sec. À l'intérieur, il n'y avait qu'une pièce vide, petit, mur en béton, pas de fenêtre, pas de meubles. Mais il y avait quelque chose au sol qui fit battre son cœur à tout rompre. Cicatrices profondes, rayures, comme si quelque chose de lourd avait été traîné à plusieurs reprises. Ou comme si quelqu'un avait essayé de partir. Elle recula d'un pas. J'essaie de garder l'esprit rationnel. C'était peut-être un ancien entrepôt. Ces pièces avaient peut-être servi d'entrepôt pendant les travaux de rénovation. Mais quelque chose en elle lui disait que ce n'était pas vrai. En retournant dans le couloir, il remarqua quelque chose d'encore plus étrange. Toutes les autres portes étaient verrouillées, et certains d'entre eux avaient une serrure extérieure. Le type de serrure utilisé pour empêcher quelqu'un de partir n'empêchait personne d'entrer. Le cœur d'Élodie se mit à battre plus vite. Avant qu'il puisse ouvrir une autre porte, il entendit un bruit lointain, un son métallique, en descendant les escaliers. Elle a immédiatement éteint la lampe torche. Le couloir plongea dans l'obscurité totale. Mesure, planche, descente. Un instant, elle a cru que c'était Marc.
Mais il y avait quelque chose qui clochait dans le rythme de ses pas. Marc marchait toujours d'un pas ferme et assuré. Ses marches étaient irrégulières. J'ai failli être emmené de force. Elle resta immobile. Je retiens mon souffle. La silhouette apparut lentement en haut des escaliers, juste une silhouette sombre se détachant sur la faible lumière du couloir au-dessus. Élodie plissa les yeux, essayant de mieux voir. Puis, la voix de Marc résonna dans l'escalier. « Élodie ?» Le soulagement fut rapide, mais pas total. Elle a rallumé la lampe torche. Marc descendit les dernières marches avec une expression grave. Lorsqu'il aperçut le couloir souterrain, son visage pâlit. « Je savais que tu viendrais ici, » dit-il. « Saviez-vous que cela existait ?» répondit-elle. Marc jeta un coup d'œil autour des portes. Son regard semblait alourdi par de vieux souvenirs. « Je ne suis jamais venu ici auparavant. » Mais je le savais. Marc hocha lentement la tête. Certaines choses, il vaut mieux ne pas les voir. Élodie désigna les portes. « Quels sont ces endroits ?» Marc a mis un certain temps à répondre. Quand il a finalement pris la parole, sa voix était grave. Dans les années 90, des rumeurs circulaient parmi les employés. Il descendit lentement le couloir. Ils ont dit que certaines personnes qui venaient à ces fêtes n'ont plus jamais été revues. « Ça n'a pas de sens, » dit Élodie. Marc s'arrêta devant l'une des portes. Il passa la main sur la surface rouillée. Personne ne voulait poser de questions. Il la regarda. Les personnes qui fréquentaient cette maison étaient influentes, très puissants. Le vent lointain qui balayait l'escalier produisait un son grave dans le couloir. Marc a poursuivi. « Un ancien jardinier m'a dit quelque chose avant de partir d'ici. »« Quoi ?» Marc hésita. Il a dit qu'il existait un niveau encore plus profond. Élodie eut froid. « Plus profond ?» Marc désigna le bout du couloir. Dans l'obscurité, il y avait une autre porte, beaucoup plus grand, plus lourd, contrairement aux autres. « Derrière cette porte, dit-il, il y a une autre entrée. » Il prit une profonde inspiration. Et c'est là que tout a commencé. Un silence s'installa dans le couloir souterrain. La lanterne d'Élodie n'éclairait qu'une petite partie de l'obscurité qui s'étendait devant elle. Et pour la première fois depuis son arrivée au palais Bulle, elle eut l'impression distincte qu'elle était peut-être sur le point de découvrir quelque chose qui n'aurait jamais dû être découvert. Le couloir souterrain semblait encore plus étroit, tandis qu'Élodie et Marc se dirigeaient vers la grande porte au fond. La lumière de la lampe torche vacillait légèrement dans ses mains, non pas par manque de fermeté, mais l'air y était lourd, humide, et imprégné d'une étrange impression d'abandon, mêlée à quelque chose qui semblait beaucoup plus récent. La grande porte métallique était couverte de taches de rouille et de poussière accumulée. Contrairement aux autres, il n'avait pas de numéro. Aucune pièce d'identité, un simple vieux levier fixé au centre, comme s'il avait été conçu pour être ouvert manuellement, sans aucun système électronique. Marc s'arrêta quelques mètres devant elle. « Je n'ai jamais été aussi près, » dit-il doucement. Élodie a illuminé la piste de danse. Il y avait des marques récentes, empreintes, et elles n'étaient pas seulement les leurs. Son cœur se serra. « Il y avait quelqu'un ici, » murmura-t-il. Marc s'approcha lentement, examinant le sol. « Ce n'est pas possible. Vous avez dit que personne ne venait ici. Personne ne devrait. » Le silence qui suivit fut pesant. Pendant un instant, ils restèrent tous deux à fixer la porte. Élodie actionna alors le levier. Le métal était froid. Elle a tiré. La porte n'a pas bougé. Marc s'approcha. « Attendez. » Il examina attentivement le mécanisme. Il a alors appuyé son épaule contre le métal et a aidé à l'ouvrir de force. La porte a résisté pendant quelques secondes. Puis un craquement sec résonna dans le couloir, et peu à peu elle commença à céder. Le bruit du métal qui raclait le sol résonnait dans le tunnel comme un écho profond. Lorsque l'espace fut enfin suffisant, un courant d'air encore plus froid s'échappa de l'intérieur. L'atmosphère était différente, plus vieux, plus lourd, comme si cet espace était resté fermé pendant des décennies. La lampe torche révéla ce qui se trouvait derrière la porte, une pièce immense, bien plus grand que n'importe quel espace souterrain que l'on pourrait imaginer dans ce manoir. Le plafond était haut, soutenu par des poutres en béton. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention,
ce sont les objets éparpillés un peu partout. Matériel ancien, tables en métal, armoires industrielles et des appareils photo, de nombreuses caméras. Certains sont piégés dans les murs, d'autres sont installés au plafond. C'était comme un ancien centre de surveillance, ou la surveillance. Élodie traversa lentement l'espace. Chaque pas soulevait une fine couche de poussière, mais il y avait quelque chose d'étrange. Tout n'était pas recouvert de poussière. Certains objets semblaient avoir été déplacés récemment. Marc illumina un mur latéral. Et alors, les deux jeunes femmes virent quelque chose qui glaça le sang d'Élodie. Étagère, plein de vieilles cassettes vidéo, des centaines. Tous les articles sont étiquetés avec des dates, années, et ainsi de suite. Marc a pris une des cassettes. L'étiquette était partiellement effacée, mais il était encore possible de lire quelques mots. Salle inférieure, invité privé. Chambre au niveau inférieur, invité privé. Ça n'a pas de sens, dit Élodie. Elle pointa la lampe torche vers une table voisine. Au-dessus se trouvait un vieux moniteur de télévision et un lecteur vidéo. Marc passa la main sur l'équipement. Il semblerait que quelqu'un ait essayé de maintenir cela en marche pendant un certain temps. Élodie a trouvé une cassette avec la date, 993. Il prit une profonde inspiration. Nous devons voir ce qu'il y a ici. Marc hésita. Peut-être vaut-il mieux ne pas le faire. Marc, répondit-elle fermement, si des gens ont disparu ici, c'est peut-être la seule preuve. Le silence dura quelques secondes. Puis il hocha la tête. Elle a inséré la cassette dans l'appareil. L'équipement a mis quelques instants à réagir. L'écran est silencieux. Des lignes statiques traversèrent l'écran. Puis l'image est apparue. C'était un vieil enregistrement, granulé, en noir et blanc. La caméra semblait être placée au plafond d'une pièce circulaire. Une pièce qu'Élodie a immédiatement reconnue, l'une des salles du Palais Bulle. Mais ce qui se passait là était inquiétant. Il y avait plusieurs personnes dans la pièce. Certains étaient bien habillés, des hommes en costume. Des femmes en vêtements élégants. On aurait dit une fête privée, mais l'atmosphère était étrange, tendue. Au centre de la pièce se trouvait une chaise en métal, et quelqu'un était assis dessus, lié. Élodie sentit son estomac se retourner. Mon Dieu! Marc observa en silence. Puis, la caméra a changé d'angle, et cela a révélé quelque chose d'encore pire. Un groupe d'invités était rassemblé autour de la chaise. J'observe, comme si c'était une sorte de spectacle. « C'est impossible », murmura Marc. L'enregistrement s'est poursuivi, puis l'un des hommes s'est approché de la personne qui avait été arrêtée. Lorsque son visage est apparu à la caméra, Marc s'est figé. Il se pencha plus près de l'écran. « Non. Que s'est-il passé ?» demanda Élodie. Marc a désigné l'homme sur l'enregistrement. Sa voix tremblait. « Je connais cet homme. »« Qui est-il » Marc a mis quelques secondes à répondre. Il fut l'un des principaux investisseurs à avoir racheté le Palais Bulle dans les années 1990. Un silence pesant s'abattit sur la pièce souterraine, mais l'enregistrement n'était pas encore terminé. Soudain, la personne coincée sur la chaise leva la tête, et la caméra a clairement capturé son visage. Élodie sentit un choc la parcourir, parce que ce visage, elle l'avait déjà vu, sur une ancienne photographie du manoir. Errait l'un des architectes qui avait travaillé sur les rénovations souterraines du Palais Bulle, et selon les documents officiels, il avait disparu dans 1993. L'enregistrement s'est poursuivi pendant quelques secondes supplémentaires. L'image est alors devenue statique et l'écran est devenu noir. Le silence qui suivit semblait insoutenable. Marc était pâle. « Si cela est vrai, » dit-il lentement, « alors c'est parti. » Il n'a pas terminé sa phrase, car à ce moment-là, un bruit résonna derrière eux, une grande porte métallique, mobile, lentement, comme si quelqu'un... Il essayait de le fermer. Le grincement de la grande porte métallique résonna dans la pièce souterraine comme un avertissement. Élodie et Marc se retournèrent en même temps. La porte bougeait lentement. On ne voyait personne de l'autre côté du couloir sombre, mais le lourd métal
continuait de glisser de quelques centimètres à la fois. Il y avait quelqu'un, ou bien quelque chose le contrôlait. Marc courut aussitôt vers l'entrée et poussa la porte avec force, l'empêchant de se fermer complètement. Le métal claqua contre le cadre, dans un bruit sourd qui résonna dans le couloir. « Il y a quelqu'un ici », dit-il, essoufflé. Élodie prit la lanterne et illumina le couloir souterrain qui menait à l'escalier. Rien. Un simple tunnel vide. Mais le silence avait désormais une toute autre allure, plus tendue. Soyez plus attentifs, comme si la maison elle-même écoutait. C'était peut-être le vent, suggéra-t-elle, bien que sa propre voix ne paraisse pas convaincue. Marc secoua la tête. Il n'y a pas assez de vent ici pour faire bouger cette porte. Il resta là quelques secondes, observant le couloir sombre. Puis il referma la porte, mais cette fois en la laissant entr'ouverte, par précaution. Lorsqu'elle est retournée dans la salle de surveillance, Élodie regardait toujours les étagères de cassettes. Des centaines, peut-être des milliers, chacune représentant une nuit, une fête, un événement privé, ou quelque chose de bien plus sombre. Elle prit une autre cassette. 1994. Marc rapprocha de nouveau l'écran. « Attendez, dit-il. Nous devons savoir ce qui s'est passé ici, a répondu Élodie. Elle a inséré la nouvelle bande adhésive. L'appareil émit à nouveau un sifflement. L'image est apparue lentement. Cette fois, la caméra a montré une autre partie du Palais Bulle, une terrasse éclairée par des torches et des lumières douces, une fête élégante, verres à champagne, musique. Les invités rient et discutent. C'était le genre d'événement fastueux que le manoir avait accueilli d'innombrables fois. Mais quelque chose clochait. La caméra ne filmait pas comme lors d'un enregistrement normal. Elle semblait observer, cachée, comme si quelqu'un surveillait les invités. Marc désigna l'écran. « Regarde ça !» Dans un coin de l'image, on apercevait deux hommes qui conversaient discrètement. Quand l'un d'eux a tourné son visage vers la caméra, Marc s'est de nouveau figé. C'est impossible. « À qui est-ce » demanda Élodie. Marc prit une profonde inspiration. Il a été ministre en France dans les années 1990. Élodie sentit le sang se glacer. Si cela était vrai, cela signifiait que des personnes extrêmement puissantes fréquentaient ces soirées. Et peut-être était-il impliqué dans quelque chose de bien plus grave. L'enregistrement s'est poursuivi. La caméra est revenue à la même pièce circulaire que celle vue dans la vidéo précédente. Mais cette fois, la chaise en métal était vide. Au lieu de cela, plusieurs personnes étaient rassemblées autour d'une table. Documents, boîtes, valises. Il était impossible d'entendre ce qu'ils disaient, mais cela ressemblait à d'intenses négociations. Marc rapprocha son visage de l'écran. « Ce n'est pas qu'une simple fête. À quoi cela ressemble-t-il pour vous ?» Il répondit à voix basse. « Une réunion secrète. » La vidéo a avancé rapidement de quelques minutes. Puis quelque chose se produisit qui fit retenir son souffle à Élodie. Une des portes de la pièce s'ouvrit. Deux hommes entrèrent, portant quelqu'un, une personne inconsciente. Ils ont placé le corps sur la chaise métallique. Des invités se sont approchés. J'observe, sans manifester la moindre surprise, comme si cela faisait partie intégrante de l'événement. Élodie a immédiatement coupé la vidéo. C'est monstrueux. Marc passa la main sur son visage. Si ces enregistrements sont authentiques, alors cette maison a été le théâtre de quelque chose de bien plus important que nous ne l'imaginions. Il jeta un nouveau coup d'œil aux étagères de cassettes, et tout cela a été enregistré. Le silence retomba. Élodie réalisa alors quelque chose qu'elle n'avait pas encore envisagé. « Marc !»« Quoi ?» Elle a désigné les étagères. Si ces bandes sont ici, cela signifie que personne n'a réussi à les détruire. Marc fronça les sourcils. Ou que quelqu'un ait voulu les garder. Cette possibilité semblait encore plus inquiétante. Pourquoi ? Pourquoi quelqu'un conserverait-il des preuves d'un événement aussi grave ? Marc commença à arpenter la pièce. Observation du matériel. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'inattendu. Un vieil ordinateur dans un coin de la pièce. Contrairement aux autres appareils, ça avait l'air plus moderne, peut-être installé des années plus tard. Il a appuyé sur le bouton « Marche-arrêt ». À leur grande surprise, l'appareil s'est mis en marche. L'écran a vacillé. Un système simple est apparu. «
Pâte, fichier, date. Marc en a ouvert un. À l'intérieur, il y avait noms, de longues listes, très longs. Les invités, employés, entreprises, investisseurs. Élodie se approximou lentement. C'est un record. Marc fit défiler la liste. Certains noms étaient inconnus, mais d'autres... Il s'arrêta brusquement. Non, qu'est-ce que c'est maintenant? Marc désigna l'écran. Parmi ces noms figuraient des hommes politiques, des hommes d'affaires, des producteurs de films et des personnalités influentes d'Europe. Mais il y avait quelque chose d'encore plus inquiétant. Certains noms étaient marqués d'un mot à côté. Transféré. Transféré. Muté où? Demanda Élodie. Marc n'a pas répondu, car à ce moment-là, un autre son résonna dans la pièce, mesure, en provenance du couloir souterrain. Cette fois, c'est parfaitement audible. Et il ne s'agissait pas simplement de quelques étapes. Il semblait plusieurs personnes descendent les escaliers. Marc a immédiatement éteint le moniteur. La pièce s'enfonça dans le crépuscule. Il murmura « Je pense que nous avons découvert des choses que quelqu'un ne voulait pas que nous voyions. » Leurs pas se rapprochèrent, planches, contrôlées. Puis une voix résonna dans le couloir, gratuit, calme. « Vous auriez dû partir tous les deux quand vous en aviez l'occasion. » Élodie sentit son cœur s'emballer, parce que cette voix, elle n'en avait jamais entendu parler auparavant, mais qui que ce soit, je savais exactement où il se trouvait. L'écho de la voix dans le couloir souterrain rendait l'air de la pièce encore plus lourd. Élodie et Marc restèrent immobiles quelques secondes, tentant de reprendre leur souffle. L'obscurité autour d'eux semblait se refermer, comme si les murs de l'ancien complexe souterrain les observaient. Les pas continuaient de descendre lentement les escaliers. Il n'y avait pas d'urgence. Celui ou celle qui arrivait savait exactement où il ou elle se trouvait. Marc s'approcha rapidement d'Élodie et lui parla à voix basse. « Nous devons partir d'ici. »« Par où ?» murmura-t-elle. Marc désigna l'autre côté de la pièce. Si cet endroit a été construit pour cacher des choses, alors il a probablement plus d'une sortie. C'était une supposition. Mais c'était le seul espoir à ce moment-là. La lampe torche d'Élodie illumina rapidement l'espace. Derrière les étagères de cassettes se trouvait un mur partiellement recouvert de vieux panneaux métalliques. Marc commença à examiner la structure avec urgence. Pendant ce temps, les pas dans le couloir se rapprochaient. Il était désormais possible d'entendre plus d'une personne. 2, peut-être 3. Le cœur d'Élodie battait si fort qu'elle craignait que l'on puisse entendre le bruit. « Ici », murmura soudain Marc. Il a tiré sur l'un des panneaux métalliques. L'objet céda avec un craquement sec, révélant un passage étroit derrière le mur. Un tunnel. Sombre. Apparemment abandonné. « Allons-y ». Ils pénétrèrent rapidement dans le tunnel, et Marc repositionna le panneau, rendant le passage à nouveau presque invisible. L'espace était exigu. Le passage était si étroit qu'ils pouvaient à peine marcher côte à côte. Le plafond bas obligeait Marc à se courber légèrement à mesure qu'ils avançaient. La lampe torche éclairait des murs de béton brut couverts de vieilles taches d'humidité. Au fil de leur promenade, Élodie remarqua quelque chose d'étrange. Des symboles étaient dessinés sur les murs. Petits, presque effacés par le temps. Certains ressemblaient à des chiffres. D'autres étaient des marques faites à l'encre foncée. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. Marc rapprocha la lampe torche d'une des marques. « Je ne sais pas, mais le format ressemblait à un décompte. Risque parallèle, comme celle qui servait à marquer les jours, ou des semaines. » Élodie sentit un frisson lui nouer l'estomac. « Quelqu'un a été emprisonné ici. » Marc n'a pas répondu. Mais son silence confirmait qu'il avait pensé la même chose. Alors qu'ils progressaient dans le tunnel, ils commencèrent à entendre des voix lointaines provenant de la pièce souterraine qu'ils avaient laissée derrière eux. Les personnes qui sont descendues du bus les cherchaient. « Ils se rendront compte que nous ne sommes plus là, » a dit Élodie. « Je sais. Et quand comprendront-ils ce passage ?» Marc regarda devant lui. « Nous devons partir avant que cela n'arrive. » Le tunnel se prolongeait sur plusieurs mètres jusqu'à une bifurcation. 2 directions. Marc s'arrêta. « Avez-vous repéré quelque chose sur les anciens plans ?» Élodie pensou rapidement.
Les images des plans architecturaux qu'il avait trouvés lui traversèrent l'esprit. Peut-être à gauche. Il en est sûr? Non. Marc prit une profonde inspiration. Alors, faisons-nous confiance. Ils sont passés par le tunnel de gauche. L'air y semblait plus froid, plus humide. Et il y avait quelque chose d'étrange dans ce silence. Un silence qui semblait ancestral. Après quelques minutes de marche, le tunnel commença à s'élever légèrement. C'était bon signe. Cela signifiait qu'ils approchaient de la surface. Mais soudain, quelque chose d'inattendu apparut devant eux. Une vieille porte en bois. Contrairement à toutes les structures métalliques qu'ils avaient vues auparavant, elle paraissait beaucoup plus vieille. Marc illumina la serrure. Cela ne fait pas partie des réformes modernes. Élodie passa la main sur la surface de la porte. Le bois était usé, mais toujours solide. Cela fait peut-être partie de la construction d'origine de la propriété. Marc tenait la poignée de porte. Ou peut-être que cela mène à un endroit que personne n'a fréquenté depuis des décennies. Avant qu'ils puissent l'ouvrir, un bruit lointain résonna dans le tunnel derrière eux. Du métal est déplacé. « Vois, ils ont trouvé le passage », dit Élodie. Marc ouvrit immédiatement la porte. Elle a craqué bruyamment. De l'autre côté, un étroit escalier de pierre montait en spirale. Très vieux, éclairé uniquement par de petites ouvertures, laissant passer des rayons de lumière extérieure. « Allons-y », dit Marc. Ils commencèrent à grimper rapidement. Chaque pas semblait les rapprocher de la surface, mais cela augmentait aussi le risque qu'ils soient dépassés. Les échos des voix dans le tunnel derrière eux se rapprochaient. Les poursuivants pénétraient dans le passage. Marc montait les marches deux par deux. Élodie essayait de le suivre, malgré sa fatigue croissante. Après avoir gravi des dizaines de marches, ils atteignirent enfin le sommet de l'escalier. Il y avait une autre porte, cette fois en fer. Marc a poussé fort, la porte s'ouvrit, et la lumière naturelle inondait l'espace. Ils débouchèrent sur un petit jardin abandonné, situé dans la partie la plus basse de la propriété. Un endroit qui semblait abandonné depuis des années, recouvert de plantes sauvages, mais toujours à l'intérieur des limites du palais Bulle. Marc referma rapidement la porte derrière eux. Les deux restèrent silencieux pendant quelques secondes, respiraient de l'air frais. Ils essayaient de comprendre ce qu'ils venaient de découvrir. Élodie regarda le manoir qui se dressait au sommet de la colline. Elle paraissait désormais encore plus mystérieuse, et plus dangereux encore. « Ces vidéos », dit-elle lentement. « Oui », répondit Marc. « Si nous pouvons prouver qu'ils sont réels… » Marc a terminé la phrase. De nombreuses personnes influentes voudront empêcher cela. Élodie resta silencieuse pendant quelques secondes. Elle a alors dit quelque chose qui démontrait clairement qu'elle n'était plus la même personne qu'à son arrivée quelques jours auparavant. Nous devons donc le montrer au monde. Marc la regarda. Sais-tu ce que cela signifie ? Cela signifie que quelqu'un sera enfin tenu responsable de ce qui s'est passé ici. La brise marine soufflait fortement dans le jardin. Mais à ce moment-là, ils savaient tous les deux que ce n'était que le début. Car désormais, ils n'enquêtaient plus seulement sur un mystère. Ils étaient confrontés à tout un système de secrets enfouis, et des gens prêts à tout pour les garder cachés. Le petit jardin abandonné était silencieux, mais il n'inspirait pas confiance. Des plantes poussaient de façon anarchique parmi d'anciennes sculptures en béton, et quelques structures circulaires du manoir se devinaient juste au-dessus, projetant de longues ombres sur le parc. Le vent méditerranéen soufflait à travers les buissons secs avec un bruit rauque, presque un murmure constant. Élodie essayait encore de reprendre son souffle. Marc, en revanche, ne semblait pas détendu. Il continuait de suivre du regard la direction de la porte en fer par laquelle ils étaient sortis. « Ils trouveront un moyen de s'en sortir », dit-il doucement. « Combien de temps avons-nous » Marc regarda la colline. « Pas beaucoup. » De l'extérieur, le manoir paraissait paisible. Aucune lumière suspecte, aucun mouvement visible, mais il savait désormais que derrière ces murs courbes se cachaient des couloirs secrets, des pièces souterraines et des archives révélant des événements profondément troublants. Et probablement des gens prêts à protéger tout cela. Élodie rompit le silence. Les cassettes.
Marc acquiesça. Si ces enregistrements sont rendus publics, ils pourraient exposer toutes les personnes impliquées. Marc croisa les bras. Ou bien ils pourraient disparaître avant. La possibilité resta en suspens pendant quelques secondes. « Il faut qu'on y retourne », dit Élodie. Marc se tourna rapidement vers elle. « Êtes-vous fou? Cette pièce renferme des preuves, des vidéos, des noms, des enregistrements. Et il y a aussi des gens qui essaient de nous empêcher de sortir vivants de là. » Elle prit une profonde inspiration. « Marc, si nous partons maintenant, quelqu'un va tout nettoyer avant même qu'une enquête puisse avoir lieu. » Il savait qu'elle avait raison. Le palais Bulls était fréquenté depuis des décennies par des personnalités influentes. Si ces archives révélaient réellement quelque chose d'illégal ou de monstrueux, un simple coup de fil suffirait à tout faire disparaître. Marc passa la main dans ses cheveux. Il existe une autre solution. Lequel ? Il désigna le sommet du manoir. La salle de surveillance principale. Élodie fronça les sourcils. Celui près de l'amphithéâtre ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Marc a répondu calmement. Le système de sécurité de la maison fonctionne toujours. Elle commença à comprendre. Pensez-vous que ces vieilles caméras sont encore connectées ? Certains ont été modernisés dans les années 2000. Les fichiers peuvent donc être stockés numériquement. Marc acquiesça. Ou du moins, certains d'entre eux, ça a tout changé. Si une copie numérique des enregistrements avait existé, il n'aurait peut-être pas été nécessaire de retourner immédiatement dans cette pièce souterraine. Où se trouve l'accès au système ? Demanda Élodie. Dans la salle de contrôle de 2e niveau. Elle regarda de nouveau le manoir. Monter là-haut signifiait revenir directement au centre de la propriété, et il risque de recroiser les mêmes personnes qui les recherchaient. Mais cela signifiait aussi avoir une chance de sauver les preuves. « Alors allons-y », dit-elle. Marc prit une profonde inspiration. « Nous devons faire vite. » Ils commencèrent à monter discrètement par les allées latérales de la propriété, évitant les parties principales. Le domaine du palais Bull était un véritable labyrinthe de passages sinueux, d'escaliers extérieurs et de couloirs reliant les différents niveaux de la maison. Cette architecture inhabituelle était désormais un atout. En marchant, Élodie remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Des lumières étaient allumées dans certaines parties du manoir. Les lumières n'étaient pas allumées lorsqu'elle est sortie pour explorer le couloir souterrain. Marc l'a remarqué aussi. Il nous recherche. Combien de personnes travaillent ici actuellement ? Très peu. Alors, qui sont-ils ? Marc n'a pas répondu immédiatement. Des personnes envoyées par ceux qui sont derrière tout ça. La réponse n'apporta aucun réconfort. Arrivés près de l'entrée latérale du manoir, ils s'arrêtèrent. 2 hommes traversaient lentement la terrasse supérieure, agents de sécurité. Mais ce n'étaient pas des employés ordinaires. Marc murmura « Je n'ai jamais vu ces gars-là ici auparavant. » Les hommes parlaient à voix basse tout en examinant le jardin à la lumière de leurs lampes de poche. « Ils bloquent les sorties », a déclaré Élodie. Marc observa les environs pendant quelques secondes. Puis il désigna un couloir incurvé qui menait à l'intérieur du manoir, par Ali. Il se déplaçait rapidement, restant à l'écart, dans l'ombre. À l'intérieur de la maison, l'atmosphère semblait encore plus étrange qu'auparavant. Les couloirs silencieux résonnaient à chaque pas. Certaines portes étaient ouvertes. D'autres sont fermées. Et il y avait des signes évidents que plusieurs personnes se déplaçaient sur la propriété. La salle de contrôle se trouve 2 étages plus haut, a déclaré Marc. Ils gravirent un étroit escalier intérieur. Des voix lointaines résonnaient quelque part dans le manoir. Quelqu'un donnait des ordres. Marc ouvrit lentement une porte latérale. C'était un couloir qui menait directement à la salle de surveillance. Les lumières étaient éteintes. Bon signe. Ils entrèrent à l'intérieur. La pièce était petite, mais pleine d'équipements. Moniteurs, serveurs, panneaux de commande. Marc courut vers l'ordinateur principal. Il a allumé le système. L'écran a clignoté plusieurs fois avant de charger. Allons-y, allons-y, le système a finalement ouvert. Une interface simple est apparue à l'écran. Fichier de sécurité.
enregistrements anciens, Elodie à Proximus, recherchez les dates des années 90. Marc commença à parcourir les dossiers. Puis, un événement inattendu s'est produit, un dossier appelé « Archives privées, accès restreint ». Fichier privé, accès restreint. Marc a cliqué. Le système a demandé un mot de passe. Les deux se regardèrent. « Sais-tu lequel c'est » demanda Elodie. Marc secoua la tête. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. L'écran a vacillé. Le mot de passe a été saisi automatiquement, seul. Le dossier s'est ouvert. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de vidéos numérisées, les mêmes enregistrements que les anciennes bandes, mais avec un petit plus, liste complète de noms, les invités, organisateurs et les personnes classées comme participants. Elodie commença à énumérer les noms, et puis il a trouvé quelque chose qui lui a fait perdre la tête un instant, un nom récent, très récent, daté seulement il y a 2 mois. Marc l'a vu aussi. C'est impossible, car cela ne signifiait qu'une seule chose, ses activités. Il n'avait pas cessé dans les années 90. Cela continuait de se produire. À ce jour. Et à ce moment-là, un son résonna derrière eux. La porte de la salle de surveillance s'ouvrit lentement. Une voix froide emplit la pièce. « Vous êtes vraiment allé trop loin. » Marc et Elodie se retournèrent lentement. Un homme se tenait sur le seuil, élégant, calme. Les observer comme si tout cela avait déjà été prévu. Et puis il a dit quelque chose qui a glacé le sang d'Elodie. « Supprimez les fichiers, maintenant, parce que cette fois, vous ne partirez pas d'ici. » La porte de la salle de surveillance s'ouvrit complètement. L'homme qui entra n'avait pas l'air pressé. Au contraire, ses mouvements étaient calmes, presque élégants, comme ceux de quelqu'un qui était absolument certain que la situation était sous contrôle. Derrière lui, 2 hommes de grande taille restaient dans le couloir, bloquant la sortie. Marc s'est discrètement placé entre Elodie et l'ordinateur. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. L'homme a ignoré la question. Ses yeux étaient rivés sur l'écran du moniteur, où les fichiers secrets étaient encore ouverts. Il soupira lentement. « Je n'espérais vraiment pas que vous iriez aussi loin. » Elodie a remarqué quelque chose d'inquiétant. Son ton ne trahissait aucune colère. Même pas peur, juste une légère irritation, comme quelqu'un qui doit faire face à un problème administratif inattendu. « Ces vidéos, » a déclaré Elodie, « montrent des crimes. » L'homme inclina légèrement la tête. Des mots forts. « Des gens ont disparu ici. » Il sourit presque imperceptiblement. « Les disparitions sont des événements complexes. » Marc serra les poings. « Nous avons vu les enregistrements. » Oui. L'homme finit par les regarder droit dans les yeux. « Vous n'avez vu qu'une petite partie de l'histoire. » Il entra de quelques pas dans la pièce. Le palais Bulle a toujours été un lieu à part. La lampe torche posée sur la table éclairait partiellement son visage. Élégant, bien habillé. L'attitude de quelqu'un habitué au pouvoir. Un lieu où des personnes influentes pourraient se rencontrer sans interruption, sans jugement et sans témoin. Elodie sentit son estomac se retourner. « Vous parlez de torture. » L'homme haussa un sourcil. « Je préfère l'appeler divertissement privé. » Le silence dans la pièce devint suffocant. Marc parla avec colère. Ces vidéos montrent des personnes retenues contre leur gré. Certaines personnes aiment voir les limites franchies. Tu es malade. L'homme sourit de nouveau. Non. Il désigna l'ordinateur. Je suis simplement quelqu'un qui comprend comment le monde fonctionne réellement. Elodie jeta un rapide coup d'œil à l'écran. Les listes de noms étaient encore ouvertes. Les politiciens, hommes d'affaires, célébrités, personnalités publiques. Si cela venait à être rendu public, des scandales internationaux pourraient éclater. Les enregistrements ont été conservés comme mesure de sécurité, a poursuivi l'homme. Un moyen de garantir la discrétion de tous les participants. Marc a réalisé quelque chose à ce moment-là. Vous n'êtes pas là pour nous tuer. L'homme inclina la tête. Intéressant. S'il avait voulu nous éliminer, il l'aurait déjà fait. L'homme resta silencieux un instant. Il a ensuite répondu « Je préfère des solutions plus élégantes. » Il s'approcha de la table.
vous allez supprimer ces fichiers. Jamais, répondit Élodie. L'homme soupira. Je crains donc de devoir prendre d'autres mesures. Il fit un petit geste de la main. Les deux hommes qui se trouvaient dans le couloir commencèrent à entrer dans la pièce. Marc a bougé rapidement. Il a poussé une des chaises en métal contre le premier homme, créant un moment de confusion. Élodie, elle a compris immédiatement. Il se retourna vers l'ordinateur. Si vous ne pouviez pas supprimer les fichiers, j'avais besoin de les copier. Il a rapidement branché un petit dispositif de stockage qui était encore fixé à sa sacoche à outils. Le système a commencé le transfert des données. 1%. Le premier agent de sécurité a repoussé la chaise. Marc avait du mal à le tenir à distance. Le deuxième homme s'avança. 8%. L'homme élégant observait la scène d'un air irrité. C'est inutile. Marc a réussi à faire tomber un des agents de sécurité contre la table de surveillance. L'équipement s'est écrasé au sol dans un grand fracas. 17%. Élodie, vite. Elle retenait son souffle en observant la barre de progression. Les gardes de sécurité se relevèrent, beaucoup plus grands, beaucoup plus forts. 31%. L'un d'eux a attrapé Marc par son manteau et l'a jeté contre le mur. Marc a frappé fort, perdant momentanément son souffle. L'autre s'avança directement vers Élodie. 46%. Elle a sorti un petit extincteur fixé au mur et l'a vaporisé directement au visage de l'homme. Un nuage blanc a explosé dans la pièce. Il recula, momentanément aveuglé. 63%. L'homme élégant a finalement perdu son sang-froid. « Il arrive !» Il a sorti un pistolet de la poche intérieure de sa veste. Il pointa directement l'ordinateur du doigt. « Éloignez-vous !» Élodie s'est figée. Le transfert s'est poursuivi. 74%. Marc essaya de se lever. L'autre agent de sécurité l'a de nouveau saisi. « Si vous détruisez l'ordinateur, dit Élodie, les fichiers disparaîtront aussi. » L'homme hésita. 82%. « Vous ne pourrez pas sortir d'ici, répondit-il. Peut-être pas. Elle regarda l'écran. 91%. Mais le monde verra ce qui s'est passé ici. L'homme pointa alors son arme directement sur elle. Non. 97%. Le silence dura une seconde qui parut une éternité. 100%. L'appareil a émis un faible signal. Transfert effectué. Au même instant, Marc arracha un câble qui traînait par terre et le jeta contre les luminaires du plafond. La pièce sombra dans l'obscurité. Un coup de feu a retenti. Le verre s'est brisé, mais il était trop tard. Élodie avait déjà retiré le périphérique de stockage. Dans l'obscurité, elle courut vers la porte latérale que Marc avait ouverte pendant la confusion. « Marc !» Il parvint à se libérer de l'emprise du gardien et courut après elle. Les deux disparurent au bout du couloir incurvé du manoir. Derrière eux, des cris résonnaient dans la salle de surveillance. Mais maintenant, c'était différent. Parce que pour la première fois, le secret du palais Bulle n'était plus enfoui. Elle était entre les mains de quelqu'un qui était prêt à la révéler. Et ça a tout changé. Les couloirs de Palais Bulle, les distances, semblaient interminables tandis qu'Élodie et Marc traversaient le manoir à toute vitesse. L'architecture circulaire, qui avait auparavant paru simplement excentrique, se transformait désormais en un labyrinthe parfait pour s'échapper ou pour se retrouver piégés. Derrière eux, des voix résonnaient dans les couloirs vides. Les gardes de sécurité se déployaient dans toute la maison. Marc entraîna Élodie dans une étroite galerie reliant deux ailes du manoir. « Par ici », murmura-t-il. La galerie était faiblement éclairée et rarement utilisée. De vieilles photographies d'événements fastueux ornaient les murs incurvés. Fêtes extravagantes, invités élégants, coupes levées en signe de célébration. À présent, ces images semblaient sinistres. Élodie jeta un rapide coup d'œil à l'une des photographies. Les politiciens, hommes d'affaires, acteurs, des gens qui sourient devant les caméras. Certains d'entre eux figuraient sur la liste qu'elle avait vue sur l'ordinateur. Le poids de tout cela s'est abattu sur elle comme une avalanche. Il ne s'agissait pas simplement d'enregistrements de crimes. Ils étaient des preuves à charge contre certaines des personnes les plus influentes d'Europe. Marc interrompit ses pensées. La voiture est garée à l'entrée latérale. Et s'ils étaient déjà là, il nous faut donc y arriver plus tôt. Ils continuèrent leur chemin à travers les couloirs, descendant un escalier extérieur
qui menaient aux jardins inférieurs. Le vent marin soufflait fort contre eux lorsqu'ils sortirent enfin du manoir. La nuit était complètement tombée. Les lumières du palais Bulle brillaient au sommet de la colline et quelques lanternes circulaient déjà dans les jardins. Les agents de sécurité effectuaient des recherches. Marc a désigné un petit parking partiellement caché par des arbres. Mais ils ont couru à travers le terrain accidenté. Chaque seconde semblait une éternité. Arrivé à la voiture, Marc déverrouilla la portière d'une main tremblante. « Entrez !» Élodie entra rapidement alors qu'il démarrait le moteur. Au même moment, 2 agents de sécurité sont apparus en haut des escaliers du jardin. « Non !» L'un d'eux leva la lampe torche. Marc accéléra immédiatement. La voiture a glissé sur l'étroite route qui descendait la colline, soulevant des nuages de poussière et de petits cailloux. Pendant quelques secondes, personne ne dit rien. Seul le bruit du moteur et le souffle du vent emplissaient l'intérieur du véhicule. Ce n'est que lorsque les lumières du palais Bulle disparurent derrière le virage qu'Élodie put enfin respirer. Elle serrait fermement le petit appareil de stockage. L'objet semblait insignifiant. Mais il recelait des décennies de secrets. Marc conduisait en silence. Ses yeux restaient fixés sur le rétroviseur. « Ils peuvent nous suivre », a-t-il dit. Peut-être, ou peut-être sont-ils davantage préoccupés par l'effacement du reste des preuves. Élodie regarda de nouveau l'appareil. Cela n'a pas d'importance. Pourquoi? Elle a répondu fermement. Parce que maintenant, ils ne peuvent plus tout effacer. Marc laissa finalement apparaître un léger sourire. Qu'avez-vous l'intention de faire? Comme n'importe qui d'autre. Qu'est-ce que c'est? Elle contemplait l'horizon sombre de la route côtière. Pour rendre cela public. Marc hocha lentement la tête. Cela provoquera un tremblement de terre. C'est exactement ce qui doit se passer. Dans les jours qui suivirent, c'est exactement ce qui se produisit. Dans un premier temps, les enregistrements ont été envoyés anonymement à des journalistes d'investigation en France. Ensuite, pour les véhicules internationaux, quelques heures plus tard, les vidéos ont commencé à circuler dans les rédactions et les agences d'enquête. Au départ, beaucoup ont cru qu'il s'agissait d'une arnaque, mais les images étaient trop réelles, les visages étaient trop reconnaissables, et les enregistrements numériques ont confirmé son authenticité. Le scandale a éclaté. Les politiciens ont nié toute implication. Les hommes d'affaires ont disparu des médias. Plusieurs personnalités publiques ont démissionné de postes importants du jour au lendemain. Des enquêtes officielles ont été ouvertes. Le non-palais Bulle, l'événement, a fait les gros titres dans le monde entier. Mais tous les individus impliqués n'ont pas été retrouvés. Certains ont disparu, d'autres sont restés silencieux. Et nombreux étaient ceux qui continuaient de nier que quoi que ce soit se soit passé à cet endroit. Quelques semaines plus tard, le palais Bulle fut officiellement fermé par les autorités. Les experts ont alors entrepris d'inspecter chaque pièce, chaque couloir et chaque structure souterraine de la propriété. Ce qu'ils ont découvert n'a fait que confirmer la véracité de l'histoire révélée par les enregistrements. Mais certaines parties du manoir, elles restaient encore inexpliquées. Une fois tout terminé, Élodie retourna une dernière fois sur la colline, surplombant la Méditerranée. De loin, le palais Bulle ressemblait une fois de plus à une œuvre architecturale surréaliste de plus. Beau, silencieux, presque innocent. Mais maintenant, elle connaissait la vérité. Certains bâtiments ne sont pas de simples maisons. Ce sont des coffres-forts, des chambres fortes où des secrets humains sont conservés pendant des décennies. Et parfois, ces secrets finissent par trouver le moyen de s'échapper. Des mois plus tard, palais Bulle, l'établissement restait fermé, entouré de rubans de police et sous surveillance constante des autorités françaises. L'hôtel particulier, qui avait jadis accueilli des fêtes fastueuses et des invités de marque, était désormais considéré comme l'un des lieux d'enquête les plus controversés de l'histoire récente de France. Officiellement, de nombreuses questions restaient sans réponse. Certaines personnes figurant sur la liste ont disparu de la vie publique. D'autres ont continué de nier toute implication, et certains enregistrements trouvés dans les archives n'ont jamais été rendus publics. Par une nuit calme,
un chercheur analysant des données numériques a fait une découverte curieuse. Un fichier marqué de seulement 2 mots, salle inférieure, session récente. Des données. Il n'y avait que 3 semaines avant la découverte d'Élodie. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que souvent, les lieux les plus impressionnants du monde peuvent aussi receler les secrets les plus sombres. Ce qui semblait n'être qu'une œuvre architecturale célèbre a finalement révélé un réseau de mystères, de pouvoir et de silence restés enfouis pendant des décennies. Mais maintenant, nous voulons connaître votre avis. Si vous étiez à la place d'Élodie, auriez-vous le courage d'enquêter jusqu'au bout, même en sachant que des personnes puissantes pourraient tenter d'empêcher la vérité d'éclater? Et croyez-vous qu'il existe encore des secrets cachés dans des lieux célèbres du monde entier? Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Et si vous aimez les histoires de mystères, de secrets et de révélations surprenantes, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochains articles.